Alors, on va faire la dernière partie de ce chapitre et on va parler de diffraction. Alors, la diffraction, qu'est-ce que c'est? En fait, la diffraction, c'est la capacité qu'ont les ondes, capacité particulière, de tourner après avoir franchi un obstacle. Non seulement elles sont capables de tourner, mais en plus elles vont réussir à partir dans certaines directions dans lesquelles on ne s'attendait pas du tout à ce qu'elles puissent aller si on supposait le modèle de l'optique géométrique où vous vous déplacez gentiment en ligne droite. Je vous rappelle que le modèle de l'optique géométrique est valable tant qu'on peut négliger tout phénomène d'interférence ou de diffraction. Les interférences, on en a déjà parlé. La diffraction, justement, on pourra avoir notre rayon qui va en ligne droite si on peut négliger ce caractère de diffraction. Donc si on prend une ouverture comme ça et que vous vous intéressez à un faisceau lumineux qui avance dans ce sens-là, vous allez vous rendre compte que en sortie, votre faisceau va avoir tendance à s'élargir. Si on regarde en termes d'ondes, vous avez qu'il y a un front d'onde qui arrive comme ça, et donc c'est un petit peu comme une vague qui avance, et puis le front d'onde va réussir à se déformer légèrement et parcourir et couvrir une surface plus importante. Nous, ce à quoi on va s'intéresser, c'est une diffraction à l'infini. Alors, à l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance grand D qui est ici est très supérieure aux caractéristiques de notre système, c'est-à-dire très supérieure à la longueur d'onde et très supérieure à la taille petit a de la fente qu'on est en train de considérer ou de l'objet qu'on est en train de considérer. Alors, notez que je parle de fente, mais c'est aussi totalement valable si jamais au lieu de mettre une fente vous mettez juste un objet comme ça. Donc vous avez votre faisceau qui arrive et ce qui va se passer, c'est que vous allez aussi observer un phénomène diffractant, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont derrière l'objet qui vont être éclairées et donc votre onde va réussir quand même à parcourir tout ça et va se focaliser dans certains endroits particuliers par superposition. Alors je vous ai dit en introduction, de la diffraction, c'est de l'interférence à n ondes, à un nombre infini d'ondes, et c'est comme ça qu'on va essayer de le démontrer, démontrer la formule de diffraction que vous avez certainement déjà rencontrée et qu'on va rappeler ici. Donc avant de faire cette démonstration, on va essayer de regarder les conditions d'observation. Et donc les conditions d'observation, vous avez une petite animation que vous allez pouvoir, avec laquelle vous allez pouvoir jouer, elle doit être dans la description normalement, et cette animation vous permet de regarder qu'est-ce qui se passe quand il y a un obstacle, qu'est-ce qui se passe quand je change la longueur d'onde, quand on change l'orientation des choses. Et donc pour avoir une condition d'observation, typiquement quand on a une ouverture, vous avez alors on va l'appeler D plutôt, cette ouverture angulaire, donc le diamètre de l'ouverture, on va dire petit d qui est ici, hop, le diamètre de l'ouverture. Donc en fonction du diamètre, il va falloir, pour réussir à l'observer, déjà que vous soyez loin de l'obstacle, donc on a dit grand D très supérieur à petit d et très supérieur à lambda, et il faut que D soit supérieur et de l'ordre de lambda. Alors, on va juste dire de l'ordre, il a le droit d'être un tout petit peu inférieur. S'il est trop inférieur, ça passera plus. S'il est trop supérieur, on ne verra pas tellement de différence. Et donc souvent on retient que D doit être de l'ordre de grandeur de lambda. Et s'il est plus petit que lambda, eh bien vous allez en fait avoir réflexion plutôt que diffraction. Ça réussira pas à passer au travers, ça va passer de l'autre côté. Donc ces conditions d'observation, vous devez essayer de les avoir pour pouvoir observer votre diffraction à l'infini. Alors démontrons la relation entre l'échelle angulaire et la taille de l'ouverture. Relation échelle angulaire, taille de l'ouverture.
Alors déjà, c'est quoi cette relation? Ah ben on peut la donner, ça va être que on va démontrer que sinus θ il est égal à lambda sur d, où θ c'est le demi-angle du cône de diffraction. Demi-angle du cône de diffraction. C'est-à-dire que si vous regardez de suffisamment loin, vous avez l'impression, donc si on se prend sur ce truc-là, vous avez un rayon qui arrive, et ce rayon va partir comme ça, et l'angle θ, ça va être celui-là. On peut appeler θ diffraction correspondant. C'est l'angle au-delà duquel vous allez avoir en fait des interférences qui vont être nulles. Donc là, on a une amplitude, donc première annulation de l'amplitude du signal qu'on va recevoir. Donc, c'est mon sinus θ diffraction qui va valoir lambda sur t. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Déjà, on peut regarder sur la petite animation qu'effectivement, plus on ferme le diamètre, plus l'angle sous lequel on va voir des choses sur notre écran qui est bien loin va être important. Au contraire, si je prends un diamètre important, l'angle sur lequel je vais le voir va être de moins en moins important. Donc ça, on peut l'observer. Vous observez aussi sur l'animation qu'il y a des zones grisées comme ça où vous avez un contraste minimal. Ça veut dire que c'est des zones pour lesquelles vous avez annulation de l'amplitude. Et il y en a plusieurs. Il y en a effectivement autour de votre cône, mais il y en a aussi qui sont un petit peu plus loin. Et on va essayer d'expliquer ou du moins de décrire ça correctement. Les explications venant les explications détaillées viendront l'année prochaine. Donc, si on a notre système, alors je vais le faire toujours de la même manière, donc là, hop, et puis je veux regarder ce qui se passe en un point M qui est éloigné comme ça. Je me place à la limite, je vais avoir une interférence qui doit être destructive. Ici, pour avoir la première annulation, il faut que j'ai des interférences destructives, c'est-à-dire la somme de toutes mes ondes qui vont passer vont valoir 0. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire que l'onde qui arrive ici va en fait être équivalente à une infinité de petites sources qui émettent tout en phase. Condition bien sûr que l'onde arrive avec un front d'onde qui est bien parallèle comme ça. Alors si le front d'onde est de travers, ça va changer les choses, mais nous on s'intéresse déjà au cas simple où le front d'onde arrive bien parallèle. Donc quand il arrive ici, tous ces points-là sont au maximum en même temps, au minimum en même temps, passent par 0 en même temps. Et toutes ces ondes, on les prend comme des sources secondaires, ce qu'on appelle c'est comme s'il y avait des oscillations qui partaient de chacune de ces sources. Sur l'ensemble de ces sources, eh bien vous avez des rayons qui vont arriver jusqu'à M. Et la question qu'on se pose, donc qui se déplace avec un angle, comme j'ai placé le point M à la limite de diffraction, l'angle sous lequel je le vois du centre va être égal à ce θ diff. Donc on cherche là un angle pour lequel on a pour la première fois des interférences destructives. Alors le plus simple pour faire ça, c'est de s'assurer que, par exemple, 2 à 2, si on prend deux éléments quelconques deux points sources quelconques de notre système, il est toujours appairé avec un point source pour lequel, en arrivant à ce point M, on va être en opposition de phase. Alors pour faire ça, je sais que comment se débrouiller pour que tous les points soient appairés avec un seul autre, c'est-à-dire dans mon esprit je les mets ensemble et que cet appairage soit unique, je ne compte pas un qui partage avec deux autres, eh bien il suffit que je prenne un point et que je prenne un autre point qui est éloigné de D sur 2. En faisant ça, mis à part le point le plus haut qui apparaît avec le milieu et le milieu qui apparaît avec le point le plus bas, mais bon, on va appeler ça un effet de bord, tous les points ont un unique partenaire avec lequel ils vont pouvoir essayer de déterminer des diffractions.
d'essayer de déterminer, de faire des interférences. Et si je prends ces deux points-là et que je regarde dans la direction θ-diff, je peux me poser la question de quel va être le retard. Donc vous avez ça, comme ça. Et étant donné que les deux sont en phase, je vais faire un petit zoom sur la partie qui est là. Donc, si je fais un zoom là-dessus, vous avez votre truc qui est comme ça, vos deux points qui sont là, ça part dans la direction avec un angle θ-diff à chaque fois. Et donc si je fais la perpendiculaire, vous voyez que lui, il a une différence de marche, un retard, delta, qui vaut la distance qui est là, c'est-à-dire d sur 2, et multiplié, donc d sur 2, multiplié par le sinus de cet angle-là. Et cet angle-là, bah, vous voyez qu'en prenant ça, puis en faisant une rotation de pi sur 2, c'est en fait le fameux θ-diff. Donc le θ diffraction vérifie ça. Et on veut que ce retard, ce soit lambda sur 2. Donc ça, c'est pour avoir une interférence destructive à l'infini. Bon ben voilà, j'ai tout dit. Si je me débrouille pour que chaque couple de points ait cette condition-là qui soit respectée, ben ça veut dire que, comme ils ont tous le même θ-diff, vous avez que sinus θ-diff est égal à lambda sur d. Et c'est bon. Vous avez redémontré l'expression de la relation qu'il y a entre l'espace angulaire, la taille angulaire et la taille de l'ouverture de votre dispositif, qui vous donne une diffraction. Donc ce qui va se passer, c'est que entre θ égale 0 ici et θ-diff, donc sur toute cette zone-là, vous allez avoir un phénomène diffractant. Donc si on regarde l'expression sur l'écran, ce qu'on va observer, c'est hop, un système qui va être là. Là, j'ai θ-diff. Et on va avoir sur l'écran un machin qui fait comme ça. Donc la largeur avec l'amplitude du signal qui arrive sur l'écran, qui s'annule une première fois. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, vous allez avoir d'autres annulations. Et en fait, on peut montrer que si on est à 2 fois ce θ diffraction, on a à nouveau une annulation. Donc on va avoir un deuxième petite bosse comme ça, beaucoup plus petite, hein, mais quand même, qui arrive jusqu'à 2 fois θ-diff. Et du coup, là, je suis à moins θ-diff et moins 2 θ diffraction. Donc ça, c'est si je prends un angle θ quelconque et que je regarde sur mon écran, vous avez cette forme-là. Alors, c'est une forme plus arrondie, c'est ce qu'on appelle un sinus cardinal. Et donc, vous allez avoir les tâches de diffraction secondaires. Vous allez avoir une tâche principale qui du coup est déjà plus large que ce que ça devrait être. Donc tâche principale, qui est très brillante, dans laquelle il y aura 99% de la lumière. Et les tâches de diffraction secondaire sont beaucoup moins brillantes. Donc, en règle générale, ce que vous voyez, c'est la tâche principale. Après, si vous cachez la tâche principale, vous pouvez essayer de regarder les tâches secondaires de diffraction, ce qu'on peut observer sur la simulation qui vous était proposée tout à l'heure. Bien, donc, globalement, vous avez ça, et puis ça continue hein, à 3 θ-diff, à 4 θ-diff, donc à chaque fois une annulation. Sauf qu'au milieu, là par contre, vous n'avez pas d'annulation. Donc si voilà, ça vous donne une idée de comment est-ce que ça va évoluer. Alors, les implications
d'un point de vue optique de ce problème de diffraction, c'est ce dont on a déjà parlé dans le cours d'optique, ça va être la limitation de la résolution des instruments de mesure. Limitation de la résolution. Par exemple, si vous prenez une lentille, vous vous souvenez, la lentille, hop, un machin comme ça, on a un écran. Et puis, si vous prenez un rayon qui arrive là tout droit, normalement, il continue tout droit, il arrive sur l'écran, il tape là. Si votre écran, il y a des pixels qui ont à peu près cette taille-là, tout va bien, il tape au milieu du pixel. Mais, en fait, votre lentille, elle a une certaine taille, et donc, votre rayon va être légèrement diffracté, même celui qui passe au centre. Tant que la tâche de diffraction est inférieure à la taille du pixel, c'est bon. C'est-à-dire vous voyez toujours, ça tape sur un seul pixel. Sinon, sinon ça sert à rien d'avoir autant de pixels, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas, même quand vous êtes parfaitement au point, vous vous souvenez qu'il y avait des problèmes de mise au point, les rayons qui si on ne le regardait pas exactement au point d'intersection, à ce moment-là, on pouvait avoir une tâche qui était due à un problème de netteté, de non mise au point. La diffraction, ça vous donne quelque chose qui va complètement vous enlever la netteté, puisque même un point qui est censé être un point, du fait de la diffraction, ça va s'étaler sur une certaine tâche. Tant que la taille de votre tâche est petite par rapport à la taille du pixel, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où vous avez une tâche qui est trop importante, c'est là où vous allez avoir des soucis. C'est pour ça que on fait la course au télescope le plus grand possible, parce que du coup, la taille de votre ouverture, l'ouverture primaire, celle du télescope, elle devient de plus en plus grande, et donc la résolution, la perturbation angulaire devient de plus en plus petite. Par exemple, si on prend pour le cake à Hawaï, il a un diamètre de 10 mètres. Les longueurs d'onde, on va prendre 500 nanomètres, et donc vous avez que sinus θ diffraction, ça va être lambda sur D, donc ça va être du 5 10-7 sur 10, donc ça va être du 5 10-8 radian, et vous avez que ça c'est à peu près votre θ diffraction, qui est petit, on est vraiment sinus θ c'est θ, c'est pas un souci, donc vous avez une valeur qui est vraiment très faible. Et cette valeur très faible, si vous vous souvenez, j'avais dit que 1 minute d'angle, c'était à peu près 3 10 puissance moins 4 radians, c'était ma limite de résolution angulaire de votre œil. Vous voyez que vous avez quelque chose qui va être 10 000 fois plus résolu en termes angulaires que l'œil, ça va être 10 000 fois plus précis. Alors le souci, c'est que pour le cake, au bout d'un certain temps, ce qui va être limitant, c'est plus la tâche de diffraction qui est due au télescope, mais ça va être les perturbations atmosphériques. Et donc il faut essayer de faire de l'optique adaptative pour réussir à adapter la position des miroirs pour compenser les fluctuations qui sont dues à l'atmosphère. Mais vous avez quand même une résolution qui est excellente. Pour Hubble, par exemple, qui est un télescope spatial, il n'y a pas de problème d'atmosphère, mais le problème c'est qu'il n'est pas aussi gros que le cake, il est 10 fois plus petit, et donc il a une résolution qui va être limitée par la diffraction. Alors il est toujours 1000 fois mieux que votre œil, il n'y a pas de souci, mais ça ne sera pas 10 000 fois mieux. Donc vous allez avoir vous allez avoir cet impact de la diffraction qui a lieu même si les ouvertures sont grandes. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez une ouverture qui est grande devant la longueur d'onde qu'il n'y a pas d'impact. C'est juste qu'en règle générale, quand vous regardez, vous ne le verrez pas directement. Par contre, à l'échelle d'un pixel, ça peut avoir un impact. Autre exemple, si vous prenez un laser c'est quoi? C'est une cavité résonante qui vous envoie normalement votre machin et hop, ça part tout droit. Sauf que le laser, il a une certaine ouverture ici. Et cette certaine ouverture fait que, hop, il part avec un certain angle. Que vaut
la valeur, enfin, que vaut cet angle-là. Si vous prenez un petit laser de poche, ça c'est de l'ordre de D et de l'ordre de 1 mm, on va dire, 5 mm, soyons larges. Donc de l'ordre de T égale D et de l'ordre de 5 mm. Le lambda pour le laser hélium-néon habituel, ça va être 632 nanomètres. Donc vous allez avoir un θ diff, là encore, on va pouvoir dire que sinus θ c'est à peu près 7 θ, qui vaut 632 10 moins 9 divisé par 5 10 moins 3. Quand vous faites le rapport, vous tombez sur un truc de l'ordre de 10 puissance moins 4 radians. Alors vous me direz, c'est pas grand chose, 10 puissance moins 4 radians. Ouais, mais 10 puissance moins 4 radians, quand vous envoyez votre laser sur la Lune, bah, ça fait une sacrée tâche de diffraction quand même, parce que sur la Lune, la distance Terre-Lune, ça va être 400 000 km, donc c'est 410 puissance 6 mètres. Bah, si vous regardez la tâche de diffraction, puisque vous allez avoir la distance Terre-Lune, et puis on va dire que là il y a le diamètre, il y a le rayon du truc que j'essaye de déterminer en termes d'éclairage sur la Lune. Question, si on renvoie des astronautes sur la Lune, si vous les éclairez avec votre laser, est-ce que vous avez une chance de l'éblouir? Réponse, votre θ diff il est là, vous avez que tangente θ diff, du coup c'est opposé R sur adjacent à la distance Terre-Lune. La tangente c'est à peu près votre θ diff, donc on se retrouve avec ce R qui est égal à la distance Terre-Lune que multiplie votre θ diffraction. La distance Terre-Lune, du coup, c'est du 4 10 puissance 8 multiplié par du 1 et encore un 10 moins 4, on va pas s'embêter. Donc ça me fait quand même du 4 10 puissance 4 mètres. C'est-à-dire ça, votre petit laser de départ, il se met sur une tâche d'un rayon de 40 km. Donc autant vous dire que l'intensité lumineuse que vous avez envoyée, c'est dangereux si vous l'envoyez directement dans la pupille de quelqu'un, mais si vous le diluez dans une tâche de 40 km de rayon, pas de chance que votre astronaute puisse voir une chose pareille. Et c'est d'ailleurs la difficulté de mesurer la distance Terre-Lune. Il faut prendre des lasers très puissants pour que, après dilution, parce que la diffraction ne pourra pas rien y changer, après dilution, ça puisse y avoir un signal suffisant pour que les miroirs qui soient sur la Lune nous le renvoient. Sachant que les miroirs vont aussi diffracter, vont aussi le diluer un petit peu, et donc vous obtenez un truc qui est dilué 2 fois sur un passage puis sur l'autre, donc à une distance 2 fois plus importante, et finalement beaucoup moins d'énergie, donc c'est difficile, il faut bien capter, il faut savoir que vous avez envoyé votre signal et être dans la bonne direction pour le récupérer. Voilà. Je pense qu'on va clore le chapitre là-dessus. On aura l'occasion de reparler un tout petit peu plus en détail des histoires de diffraction dans les exercices de TD.